Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo. Tintin, Astérix, Lucky Luke, Boulet Bill, Benoît Brisefer, Les Schtroumpfs, Spirou et Fantasio, L'élève du Cobu, Gaston Lagaffe, Le Marsipulami, Michel Vaillant, Bob et Bobette, Corto Maltese, Les Profs, bref, tous nos héros de bande dessinée qui, de par leur succès, ont tous été adaptés au cinéma. L'adaptation au cinéma, justement, on va en parler dans cette vidéo. Vous en conviendrez, à chaque fois que l'une de ces BD a été adaptée au cinéma, ça c'est le plus souvent fini par un flop, contrairement à leurs acolytes américains, les comics, qui à chaque fois, eux, réussissent quasiment à faire un buzz. Pourquoi? Ben, c'est la question qu'on s'est posée et la question d'ailleurs qu'on a posée à monsieur Gaëtan Laloy, président de la Chambre des experts de la bande dessinée en Belgique. Il nous a gentiment reçus chez lui, dans son domicile privé, pour réaliser cette vidéo. Cette vidéo qu'on va vous lancer tout de suite, juste avant de la lancer, vous dire que cette fois-ci, exceptionnellement, on ne parlera pas que de cinéma, on parlera beaucoup dans cette vidéo de bande dessinée, mais vous en conviendrez, la visite l'imposait. Bonne vidéo à tous. Salut les amis du Ciné Club, petite vidéo événement. On est ici reçu chez une personne, j'ai même envie de dire presque une petite personnalité, très connue dans le métier de la bande dessinée, et qui nous reçoit gentiment chez lui pour faire en quelque sorte une petite analyse. L'idée de cette vidéo est donc de parler de la bande dessinée, du bouquin jusqu'à l'écran cinéma. Qu'est-ce qui coince? Bien sûr, on parlera surtout de la bande dessinée francophone en général et de la belge en particulier. Donc, pour poser toutes ces questions, on vient ici chez monsieur Gaëtan Laloy. J'espère que je prononce bien son nom. Donc, on va toquer et on va vous faire faire, il va nous faire faire la petite visite. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Voilà, je mets mon masque. Eh ben, dès l'entrée, Andrés. Voilà. Gaëtan Laloy, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ah, c'est ça, Tout à fait. voilà. Donc on est directement reçu. Moi je connais Gaëtan depuis le début des années 90. Donc c'était quand vous aviez commencé avec votre magasin, hein? 86. 86, ouais. Moi c'est plutôt début des années 90, 91, 92. Donc on a acheté certaines bandes dessinées, mais surtout beaucoup de pièces de chez Moulin Sarr, des pièces de Tintin. Donc voilà Andrés, je te laisse un peu filmer, bien sûr si vous nous en donnez l'autorisation. Bien sûr. Je vous en prie.
C'est un strip paru en 1944, dans Le Soir. C'est l'histoire Les 7 boules de cristal, et c'est un strip complètement inédit parce qu'il a été retiré pour la parution de l'album. Il y avait trop de cases, donc Hergé a éliminé ce qu'on appelle les cases disparues. Et ici, l'entièreté du strip a été supprimée. C'était pas par rapport à la... Donc, non, simplement par un remontage. Okay. Et en fait, on voit le capitaine se prendre le pied dans le piège à loup. Et c'est la première fois qu'on voit Tintin se marier et se foutre de la balle du capitaine comme ça l'a permis. C'est absolument génial. Et c'est très rare parce que la plupart des strips, en général, il manque une case par-ci par-là. Hergé a éliminé. Mais un strip complet de tout l'album de 7 boules, il n'y en a que 3. Et donc c'est un des 3, et je pense que c'est le seul qui sont encore intacts. Parce que les autres ont été découpés, et après par la suite ont été reconstitués, mais étaient quand même découpés. Et la licorne, forcément. Elle est faite sur mesure d'après les plans de Boki, fait en 1943. Pour faire, j'ai demandé qu'on utilise des essences de bois différentes pour faire tous les niveaux. Plus que oui, comme ça. Non, c'est super. Et les haubans, ce sont chaque fois des petits nœuds, comme il faut. Alors que dans les maquettes actuelles, c'est simplement collé. Ils n'ont pas la patience de faire chaque fois un nœud. Ici, c'est chaque fois un petit nœud. Et il y a même un marin qui monte dans les haubans. Oui, il faut le voir. Et la caméra rouge aussi. Ouais, ça c'est un typique cycle, de presque au format, donc... Exceptionnel, franchement. Discuter avec Franquin. Parce que quand j'étais en train de l'acheter, Franquin rentre dans le magasin avec son épouse et il vient derrière moi et me dit « T'as vu le trait de ce type au pinceau, c'était fabuleux. » C'est vrai que c'est extraordinaire. Et 2 minutes après, il y a son épouse qui vient dire au propriétaire du magasin « On va le prendre. » Je dis « Je suis désolé, je viens d'acheter. » Ah ouais, fabuleux. C'est la dernière fois que je le ferai. Voilà, on est de retour avec Monsieur Gaëtan Laloy. Avant toute chose, hein, forcément, merci infiniment. On en a pris plein les yeux. You're welcome. Vous voyez derrière, et ça n'est qu'une toute petite partie. Je plaisantais avec lui que cette vidéo, cette petite interview qu'on va faire maintenant, vraiment, on a dû poser vraiment la caméra entre les BD. Donc c'est vrai que je ne vous ai pas officiellement présenté, donc vous êtes expert à la Chambre de la bande dessinée en Belgique. Oui, donc je suis président de la Chambre belge des experts en bande dessinée. Président. Vice-président des Amis d'Hergé. Vice-président. Et alors, c'est tout, ça suffit. C'est bien. C'est déjà bien. Le restant, c'est terminé. J'étais président de l'UEMA pendant tout un temps, puisque c'est l'association des chambres d'experts franco-belgo-luxembourgeois du marché de l'art. Et chaque président de chambre devenait président de l'UEMA à tour de rôle pendant 4 ans. Ah ouais. Ok. Donc la question, forcément, ça vous en fait combien alors des BD maintenant? J'étais à 1,7 m BD et je dois être entre 20 et 25 000. 20-25 000. Ouais. Et d'après ce que je vois, Fabien, qu'il y avait quelques petits comics américains, mais en général, c'est... Quasiment pas. Il n'y a pas 100 comics américains. C'est ça, quoi. Ouais, il y a de l'américain, mais de l'ancien. Du Milton Caniff, de Len Extremont, Al Cap, Lil Abner, des choses comme ça, mais sans plus. Que de la BD francophone. Oui, du franco-belge. Donc c'est Journal Tintin, Spirou, Pilote. Ouais. Voilà. Fabuleux, quoi. Vous êtes spécialiste aussi sur, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on vous présente, hein, sur le net, spécialiste Tintin. Oui, c'est vraiment, ça c'est ma passion depuis bien longtemps. C'est votre héros d'enfance, votre BD préféré? Mon dada, c'est une de mes préférées, mais pas la seule, mais c'est effectivement, c'est vraiment... Rien que des Tintins, on en avait parlé une fois au magasin, vous en avez 400, c'est ça?
Oh, un peu plus, hein. Un peu plus, encore. Non, les Tintins, toutes éditions confondues, en deux ronds, Mhm. entre 42 pour la première couleur d'étoile, jusqu'en 64 pour les derniers deux ronds. Il doit y en avoir 480, quelque chose comme ça. Mais il y en a beaucoup, il en existe beaucoup plus, toutes éditions confondues. Hein. En 86, il y a un livre qui est apparu qui disait qu'il y avait 444 éditions de Tintin. 444. Et à l'époque, j'en avais déjà 50 de plus, qui n'étaient pas répertoriés. Ah ouais. J'avais pas les 444, mais Ouais. j'en avais déjà 50 de plus qui n'étaient pas répertoriés. Ouais. Donc, on prend le BDM et on coche toutes les éditions. C'est amusant parce que ça fait 36 ans que j'ai la boutique. Ouais. Et donc, chaque fois qu'on m'apporte des Tintins, je vérifie si je l'ai ou si je l'ai pas. Si je l'ai pas, je conserve, c'est tout. Ouais. Et je suis témoin, vous reconnaissez directement au premier coup d'œil. Hein. Oui, mais ça, c'est l'habitude. Ça, Hein. c'est- Non, il y a 50 ans, hein, je manipule les Tintins. Je les collectionne. Ma collection remonte même à plus de 50 ans, puisque j'ai commencé à l'âge de 7-8 ans, avec l'exposition des 20 ans du journal Tintin, qui a eu lieu en 1966, rue du Lombard, au palais du gouverneur de Brabant, qui est devenu maintenant le Parlement bruxellois. Il y a eu une magnifique exposition pour les 20 ans du journal Tintin, et c'est la première fois que j'ai pu rencontrer Hergé. Ah ouais. C'était déjà une grande vedette en 66, parce que Jean-Paul, l'attaché de presse, ouvrait le passage parmi la foule pour qu'on n'approche pas trop. Vous me racontiez aussi, on avait fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, que vous étiez à l'inauguration au parc du Wolfendal, le jour où la statue de Tintin... La statue en bronze, enfin celle qui était inaugurée, c'était pas le bronze, c'était un plâtre parce qu'elle n'était pas prête. Ouais. Mais ça on ne savait pas. Ah ouais, ok. Et au moment où Hergé prend la parole, il a commencé à doucher, mais la drache bruxelloise, une vraie drache nationale. On était trempés, détrempés, c'était fou. Donc celle qui est maintenant au centre culturel Ducle, en fait. Ça c'est une vraie, ça c'est la vraie, ça, c'est la vraie définitive. Qui a été saccagée à plus d'une reprise, celle-là. On a essayé de la voler dans le parc plusieurs fois, et un jour on l'a retrouvée complètement presque arrachée de son socle. Heureusement elle tenait bien, ils avaient essayé un 4x4 de l'arracher. Ouais. Ben, ça vaut beaucoup d'argent, hein, c'est un peu le problème. Donc maintenant elle se trouve au centre culturel, et elle est très bien là. Donc ici chez vous, vous avez des BD, mais pas que, hein, vous êtes aussi énormément dans le monde de la figurine, statue. Les objets Tintin essentiellement. Hein. Tintin, Astérix, Lucky Luke, Gaston, Franquin. Vous avez quasiment tout en édition Moulinsart, des statues de Tintin ou... En principe, oui, tout. Ouais, vous avez tout. En Tintin, j'ai quasiment tout ce qui existe. Tout ce qui existe. Hein. Depuis l'origine. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire bien avant Moulinsart et bien avant ma naissance. Ah, ok. Ouais. Ah oui, je remontais les premiers objets des années 30. Ouais, du bois et tout ça. Quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais, il y a le pénitial, il y a des savons, il y a de tout, il y a des objets dérivés, c'est impressionnant. Les seules choses où j'ai vraiment de gros trous, ce sont les crayons de couleur Hartmut. En 1948, il y a eu 48 boîtes différentes. C'est-à-dire qu'il y a 12 albums qui sont présentés, mais 4 modèles de boîtes différentes par album. Et on ne les connaît pas toutes. Donc, j'en ai une quinzaine, mais pas impossible de trouver. On peut mettre là autant d'argent qu'on veut, on ne les trouve pas. Elles sont vraiment très très rares. Ce qui est normal, hein, parmi les objets les plus rares, c'est la boîte de cubes du Bruegg de 1944. C'est une grande boîte de cubes avec des grands cubes de 5 cm. À plusieurs dessins. C'est ça. Ouais. Ce sont des cubes en carton creux. Ah ouais. Destinés à des enfants. Combien est-ce qu'il n'en reste rien? Ils ont été détruits. Vous les prenez en main, crac, ils s'écrasent. Fragile à fond. C'est une fragilité. Après, ils les ont fait en bois, comme la plupart des cubes. J'en ai vu quelques-uns en bois. Voilà, ça. Donc, la petite question piège, hein, avant d'en venir un peu au cinéma, votre première BD, vous vous rappelez? La toute première que vous ayez achetée, la petite, oui. ou bien celle qui vous Un recueil Spirou. Un recueil du journal Spirou. Que vous avez toujours. Oui, bien sûr. Ouais. Mon père m'offre quand on allait chez ma grand-mère. Il passe à la librairie et il m'achète un recueil Spirou. Sans que vous l'ayez demandé. 67, oui, c'est ça. Et je pense que c'est où on voit Spirou et Fantasio entrer à Moulinsart, chez Champignac. Ouais. Et Spirou fait la réflexion, il y a un mystère à Champignac. Ouais. Voilà. Et à partir de ce moment-là... j'ai enclenché sur la bande dessinée. J'ai été abonné, alors j'ai eu la chance d'être abonné au journal Tintin par mes parents. Ma mère recevait comme agence de publicité le journal Pilote. Et ma sœur est abonnée au journal Spirou. Donc j'étais vraiment biberonné dès 63, 64 aux 3 grands magazines bande dessinée. Et ça continue, enfin, question idiote, moi je sais pas. Il reste toujours. Il reste que Spirou. Spirou continue. Et vous êtes toujours abonné? Je suis toujours abonné.
C'est génial. Ah oui, tout à fait. C'est génial. Ah oui, depuis 63, 64. Enfin, c'était ma sœur au départ qui était abonnée. Moi, j'ai continué abonnant, en tant que professionnel d'abord, et puis maintenant en tant que privé. Voilà. Et votre BD, enfin, le livre, la bande dessinée préférée? L'affaire Tournesol. L'affaire Tournesol. C'est un vrai Hitchcock. C'est du Hitchcock, c'est vrai. C'est fabuleux. C'est un scénario merveilleusement construit. C'est le sommet du dessin chez Hergé. Il y a un peu des 39 marches, c'est une course-poursuite. C'est magnifique. Ça se passe en partie en France, en Suisse. Et puis ça finit en Moldavie, le pays imaginaire. C'est fabuleux. Moi, j'aime beaucoup. Ben voilà, ça nous amène direct au passage au cinéma, parce que bon, nous, enfin, vous me connaissez déjà, vous avez connu aussi mon épouse à l'époque. On aime beaucoup la bande dessinée, mais j'ai cette passion aussi, le cinéma, j'adore ça depuis tout petit. Ben, c'est simple, quoi. À l'époque, on achetait nos BD et on allait voir les films au cinéma avec maman et papa, enfin surtout avec maman, papa n'allait pas au cinéma, et puis avec les amis, donc c'était ça, quoi, hein, c'était notre BD, la télévision, pas plus que ça, les jeux vidéo ça n'existait pas, donc on était surtout avec nos BD. Et donc voilà, quoi, c'est l'idée un peu de faire cette vidéo, c'est une question que je me pose depuis bien longtemps. Vous parliez maintenant là tout de suite du scénario de l'affaire Tournesol, qui est quand même un synopsis plus que solide pour un thème cinématographique, hein, j'ai envie de dire. Ah oui, tout à fait. Et bon, bah voilà, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui la bande dessinée francophone en général et la belge en particulier coince, quoi, parce que bon, on a quand même touché au cinéma des thèmes comme Michel Vaillant, Tintin, enfin il y a eu les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, quel massacre, par pitié. Oui, ça c'est dommage. Spirou et Fantasio, Bob et Bobette aussi a été touché. Et bien, et bon, on en arrive au Tintin de Spielberg. Alors moi je me demande si Spielberg à la réalisation, Peter Jackson à la production et John Williams à la bande originale n'y arrive pas, qu'est-ce qui coince, quoi? Mais ça n'a pas coincé, ça a très bien fonctionné en Europe. C'est aux États-Unis, le marché américain est impénétrable pour la culture européenne. Ils sont braqués sur leurs super-héros. Il n'y a que ça qui compte pour eux. Donc il n'y a aucune BD qui a jamais une BD franco-belge qui réussit à percer vraiment aux États-Unis. Et tant qu'on ne perce pas aux États-Unis, à ce niveau-là, ça coince, parce que bon, on parle depuis belle lurette des suites de ce film, et je pense que ça va se faire, mais il a été rentable, mais uniquement sur l'Europe. Les États-Unis, c'est un marché vaille que vaille, mais c'était pas le succès escompté, pour ainsi dire, malheureusement. Or, c'est quand même très très bien fait. Il faut reconnaître que moi, ça ne me plaît pas. Mais c'est pas à moi que ça devait s'adresser, c'est aux jeunes que ça devait plaire. Et je pense que les jeunes ont beaucoup aimé, parce que c'est bien foutu. Il faut reconnaître que c'est du beau travail. Vous, ce que vous n'avez pas aimé, c'est surtout ce mélange et quelques libertés. Oui, c'est ça. On ne reconnaît pas vraiment ad hoc. Hein. Non, là, pas tout à fait, mais même pas ça, c'est les changements par rapport au scénario. Bon, ça Par contre, la 3D, c'est sublime. Ce navire, cette icône qui passe dans les dunes du désert en 3D. C'est somptueux. Il avait fait une super 3D, et surtout un super clin d'œil à la Belgique, parce qu'on reconnaît parfaitement... Le vieux marché et tout. Ça, c'est génial. Le début, c'est sensationnel. Le début est exceptionnel. La rencontre avec Hergé est vraiment géniale. Mais bon, moi je me demande aussi si on n'aurait pas une explication, je veux dire, en fonction des personnages, quoi. Comment recréer, par exemple, Jean et Pierre-Louis en film, quoi. En film, ce serait difficile. Ça serait difficile. L'univers de Peyo est trop enchanté. Les dessins animés ont bien fonctionné. Enfin, je parle pas des dessins animés d'Anna Barbera, hein, mais le premier, la flûte à six Schtroumpfs de Belle Vision en 72, je pense, ou quelque chose comme ça, dans ces eaux-là, c'était merveilleux, c'était superbe. Mais c'est ce que j'allais dire, Belle Vision, on avait fait des fameux, hein, parce que c'est eux aussi qui avaient fait le Temple du Soleil. Et le Lac aux requins. Et le Lac aux requins. Et des Itones, ils ont une belle période. Hein. Ils ont commencé avec de la semi-animation, des pantins découpés, des cartons découpés, des mâchereaux. Puis ils ont fait un essai en film, pas en film fixe, mais des images fixes de Bob et Bobette et de Tintin. Il y a eu 2 essais dans les années 50.
qui était assez amusant, et qui n'était pas de l'animation proprement dite, sauf qu'il y avait un petit morceau de pantin. Puis ils se sont lancés dans la véritable animation avec Cello. Et là, il y a eu quelques essais. Ils ont produit, je crois, 105 films de Tintin pour la télévision, des petits films de 3 minutes et demie ou de 4 minutes. Ce qui a donné 7 albums adaptés, mais avec un scénario fort changé, parce que adapté par Grec. Il y a les libertés à chaque fois. Énormément de liberté. Ça donne quasiment de nouvelles histoires. Il n'y en a qu'une qui est disponible, je pense, c'est l'affaire Tournesol. Mais complètement revisitée. Ah ouais. Donc, et puis alors ils ont décidé de mettre les moyens, de se lancer. Ils ont commencé par faire un Astérix pour la télévision qui finalement a été diffusé en salle. Le Cléopâtre? Non, non, c'est pas ça. Astérix le Gaulois. Astérix et le Gaulois. À l'insu de Goscinny et de Uderzo, qui étaient très fâchés quand ils ont vu le résultat, ils trouvaient ça très mauvais. Ils avaient raison, c'était pas très bon. Et ils ont appris qu'il y en avait 2 autres qui étaient en route. Le combat des chefs et encore un autre, et ils ont exigé que tout soit détruit. Et ont autorisé la diffusion de Astérix le Gaulois, qui a été un succès phénoménal en salle. Et du coup, ils ont produit avec Bellevision Astérix et Cléopâtre, qui est très très bon. Qui est vraiment très, un très beau dessin animé. Ça c'est 67, à mon avis. En 68, on attaque Tintin et le Temple du Soleil. Ouais, magnifique. C'est excellent, qui est vraiment très très avec beau. Hergé qui fait la présentation. Tout à fait. Les 2 chansons de Jacques Brel, c'est fabuleux. Il est magnifique. Ouais. C'est un très beau dessin animé. Après ça, ils ont fait, je pense, les Schtroumpfs, le Lucky Luke, des Itones, et puis le Lac aux requins en 72. Le Lac aux requins, là, les Américains seraient venus jeter un coup d'œil, voir ce qui se passait, parce que ce film-là, au box-office, c'était en 2e ou 3e place. Il y avait, je pense, à l'époque, le Parrain qui était devant. Et, ah bon? Vous m'apprenez. Il se dit, qu'est-ce qui se passe exactement de l'autre côté, là, qu'il y a un de ces films qui casse tout. Et bon, ben, finalement, ils n'ont pas osé toucher le mythe, hein, pas encore, quoi. Et puis donc, vous dites le Lac aux requins, et après le Lac aux requins? Ça s'est arrêté là à peu près. Hein. Ouais. Les studios Bellevision ont entamé un film en semi-d'animation avec des personnages réels. J'ai oublié. Gulliver, voilà. Gulliver. Et le fameux, moi je me souviens de ce dessin animé, j'étais gamin, La balade des Dalton. Ça c'est Idéfix. C'est le studio Idéfix, donc c'est le studio de Uderzo et de Goscinny. Qui a eu un beau succès. En 72-74, ils décident de créer leur propre studio, ou peut-être un peu plus tard, et ils sortent les 12 travaux d'Astérix, aussi, très La balade des Dalton, et puis malheureusement, il n'y a plus rien d'autre que des petits films publicitaires, le studio ne va pas, et puis Goscinny décède, et donc... c'est le secret peut-être, quand on voit ça, niveau animation... il tenait la route, quoi. Ah, tout à fait. Il tenait plus qu'à la route, c'était très 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 bon. Excellent. C'est une fois qu'on a commencé à passer en film que bien que pour moi quand même le mystère dans la toison d'or, bon maintenant on montre ça aux plus jeunes, manifestement il semblerait que pour eux le film est très mal vieilli, mais nous on adorait, hein. Oui, tout à fait. La toison d'or et les oranges bleues. Les oranges bleues. Les 2 films réalistes, hein. C'est parce qu'en fait Hergé, il est à cheval, hein. C'est finalement une BD très réaliste, et qui pouvait accepter cette adaptation de personnages réalistes. Et donc Jean-Claude Talbot reste le seul à avoir interprété Tintin dans 2 grands longs métrages. On pourrait dire que Belmondo aussi, hein, dans L'Homme de Rio, c'est un Tintin, parce qu'en fait, j'ai oublié le réalisateur de L'Homme de Rio, mais ce réalisateur l'a tourné parce qu'il n'avait pas pu faire Tintin. Et donc L'Homme de Rio, c'est vraiment du Tintin. Et Bebel incarne un peu Tintin, et on le voit sauter dans un avion, en moto, le vol d'un fétiche, il se retrouve dans la jungle, il arrive à Rio de Janeiro. C'est fabuleux, quoi. Ça bouge tout le temps, hein. Il poursuit cette course-poursuite où il court tout le temps. Non, c'est extraordinaire. C'est un fameux clin d'œil, voilà. Et puis évidemment, la rencontre avec Hergé, entre Spielberg et Hergé, vous avez entendu des anecdotes à ce sujet, parce qu'on en entend tellement. Ils avaient rendez-vous, hein, donc... ils se sont jamais vus face à face. Non, ils se sont jamais vus. Ils avaient rendez-vous, je crois, en mars-avril 83, c'était prévu, et malheureusement Hergé décède en mars 83. Donc Spielberg viendra à Bruxelles, rencontrera le secrétaire d'Hergé, et ils prendront des accords qui vont perdurer, mais il faudra 25 ans pour finalement aboutir à un film. Mais il a bien tenu sa promesse, parce que j'étais personnellement à Bruxelles lors de l'avant-première,
Et superbe ce qu'il fait pour la Belgique, quoi. C'est génial ce qu'il a fait ce jour-là, avant-première chez nous. Parce que bon, les Français avaient déjà préparé un TGV. Tout à fait. Il fait non, ça démarre ici. Ah ouais, bien sûr. Et à partir de là, je me souviens qu'ils ont directement mis les tickets à la vente. Normalement, c'est les mercredis. Et là, le samedi, on pouvait déjà aller voir le film le soir, quoi. Tout à fait. Mais Spielberg avait découvert Tintin grâce à son assistant, des années auparavant, qui elle connaissait bien les Tintins et lui avait fait découvrir. Et quand on voit le Temple du Soleil, les Indiana Jones, et le Temple du Soleil, il y a une référence. Il y a que ça, il y a que ça, c'est pas possible. Et pourtant, ce qui paraît pas, quoi. À ce qui paraît pas, il lui aurait dit, il fait, franchement, tu trouves pas que tu pousses un peu loin, là? Parce que là, Zorino, et toi, le petit chinois dans, et je me souviens plus du nom, du gamin, je sais plus comment il s'appelle, ben bon, soit, et bon, bah, c'est que dans la bande dessinée de Tintin, c'est Zorino, le petit. Oui, tout à fait. Le petit garçon. L'influence est manifeste. C'est hallucinant, quoi. Et bon, donc là, il s'est vraiment lancé. Il semblerait, certains disent que c'est là qu'il a commencé, que Spielberg aurait fait la connaissance avec le personnage de Tintin, quoi. Ah oui, tout à fait. Ouais. Non, c'est son assistante qui lui a montré les albums. Qui lui a montré les albums, et il dit, voilà, c'est ça. Il reconnaît que il faut pas, c'est troublant. On a vraiment le même délire, quoi. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et puis, ben, malheureusement, ben, c'est tout ce qui se fait maintenant, quoi. Hein. Je pense que le cinéma français, avec des hauts et des bas, hein, ben, il y en a quelques-uns qui sortent quand même un petit peu du lot. Moi, vous qui êtes expert dans la bande dessinée, qu'est-ce que vous pourriez conseiller ici, dire, voilà, c'est fidèle à la BD, c'est bien fait. Mais fidèle à la BD, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais pour moi, je trouve que Elise Moon s'en sort vraiment très bien avec Victor Buch. Ouais. S'il y en a un qui doit sortir de tout ça, pour moi, c'est celui-là. Ouais. Les autres, malheureusement, bon, c'est pas ça. C'est une succession de gags. Oui, c'est ça. Et puis même j'adore l'acteur le cowboy. Terence Hill. Ouais. Autant j'aime My Name is Nobody, autant le Lucky Luke. C'est pas ça. Et pourtant, il l'aime. Hein. On voit que Terence Hill aime Lucky Luke, mais ça fonctionne pas. Non. C'est pas tout à fait. Même le costume. Non, c'était pas. Ça a pas marché. Bon. Bah non, c'était. Après, les Français ont fait pire avec le film. Oui, tout à fait. Hein, Lucky Luke. Hein. Oui, mon Dieu. C'était une catastrophe. Quelle catastrophe. et on tombe évidemment avec ce qui est pour moi, c'est triste, quoi, parce que bon, Gaston Lagaffe, c'est quand même un personnage ici en Belgique. Comment est-ce possible qu'un réalisateur qui gagne sa vie nous sorte ça, quoi? C'est pas possible de faire une chose pareille, quoi. C'est horrible. C'est difficile, oui. C'est très difficile à faire. C'est très compliqué. On s'aperçoit que ce sont deux mondes différents, et adapter l'un à l'autre est très compliqué. Très compliqué, ouais. Mais Gaston en dessin animé n'était pas beaucoup mieux. Hein. Les Spirou, c'était pas trop mal, mais Gaston en dessin animé, c'était pas terrible non plus, ça va pas. Non, et puis aller faire un scénario cohérent pour Gaston Lagaffe, qui est une succession de gags, c'est pas facile non plus. Maintenant, c'est compliqué. Je vous en parlais l'autre jour au magasin, le Boulet Bill, là, franchement, il y a une belle pirouette finale qui fait que, voilà, j'avais été agréablement surpris. Ouais. Pas vu le Boulet Bill. Parce que pendant 1 heure, je peste. Et puis les 10 dernières minutes, il y a un truc qui se passe, on va pas spoiler comme on dit, mais il y a un truc qui se passe que vous, même en tant qu'amateur de bande dessinée, vous allez apprécier le clin d'œil, quoi. Okay. Parce que là, moi je me dis, il faut aller qu'est-ce qu'ils me font? Qu'est-ce que fait Boulet Bill dans un appartement, quoi? Moi j'ai jamais vu dans un appartement. Ah oui, non. À part la deux chevaux rouges et le cocker, je vois pas où elle, évidemment, on le comprend à la fin. C'est super. Franchement, je vous le conseille vivement. Tant mieux, c'est bien. Ouais, c'est bien, mais je pense que on a peut-être la réponse à la question qu'on se pose et que beaucoup de personnes se posent. Qu'est-ce qui coince? Je pense que les bandes dessinées doivent rester dans leur, dans l'animation, quoi. Toucher une bande dessinée, ça doit rester dans le cinéma d'animation pour que ça marche, quoi. Pour les bandes dessinées humoristiques. Ouais. Parce que moi aussi, par exemple, j'ai beaucoup apprécié le film de Luc Besson, de Michel Vaillant. Michel Vaillant, c'est ça. Il m'a beaucoup plu. Ouais. Je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Ouais. Mais j'aime tout ce que fait Besson, donc c'est notre seul réalisateur européen qui nous fait du cinéma à l'américaine. Hein. Ouais.
Donc, faut le laisser, lui laisser ça. Et ça s'adapte mieux, là, ouais, tout à fait. les beaux bolides et compagnie. Magnifique, hein. Ouais, c'est clair. Ça, beaucoup de gens disent que ça ne dépassait pas le film Le Mans, qui est un chef-d'œuvre absolu. Non, bien sûr. Et même Le Mans 66 qui vient de sortir, que j'ai vu dernièrement. Oui, c'est fabuleux aussi, hein. Il est très bien. C'est extraordinaire. Ouais. Mais, eh bien, je trouve qu'on reste dans les mêmes niveaux, c'est très bien. Pour les passionnés d'automobile... c'est bien, parce que moi je suis pas passionné d'automobile, mais là vous me dites, parce que j'en ai acheté hein, des films tirés de bande dessinée, hein, sauf Gaston, ça j'ai pas pu, mais bon, je me suis le Marsipulami aussi, ça... C'est amusant ça, oui, on oublie de parler du succès d'Astérix en film réaliste. Oui. Parce que là ça fonctionne vraiment très bien. Ouais. Et pourquoi on n'arrive pas à comprendre. Hein. Mais moi, je trouve là dans les séries, dans les films d'Astérix, c'était bien parti. Pourquoi avoir changé Michel Galabru, quoi, en un bras raccourci, il était génial là-dessus, oui, quoi. Ça. Et il change, il change. Même Astérix change, c'est ça qui est dommage. Et maintenant, Depardieu ne fera plus le rôle d'Obélix. Voilà, ça aussi. Dommage. Parce que finalement, on l'avait personnifié, hein, c'était très bien. Il y en a quand même une qui a la palme, hein, Monica Bellucci. C'est la plus belle Cléopâtre de l'histoire du cinéma. elle est superbe. Hein. Oui, je crois qu'il l'a engagé parce qu'il en avait envie lui aussi. Le fameux Astérix et Cléopâtre. C'est un solide succès, hein, je pense. Celui-là, il a super bien. Ouais. Et il a super bien marché. Mais bon, ils ont vraiment misé sur les petits gags. Mais ça fonctionnait très bien. Ça fonctionnait très bien. Et ça restait assez fidèle à la dessinée, tout à fait. Non, c'était très bien. Donc voilà, j'allais juste pour conclure vous poser une dernière question dans ce qui vous touche à vous bien sûr le plus, la bande dessinée, le fait que tous ces jeunes, même si l'autre fois on était au magasin ensemble et c'était génial de voir cette petite fille rentrer avec sa maman qui demandait toutes les bandes dessinées, ça existe encore. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait que les jeunes aujourd'hui maintenant, tant qu'à prendre un bouquin, une BD, s'orientent vers le manga, quoi. Personnellement, qu'est-ce que vous en pensez du manga? Moi, j'aime pas du tout. J'accroche pas. Vous avez essayé? J'ai essayé, il y a eu quelques chefs-d'œuvre, mais malheureusement, ça se termine jamais. C'est une histoire sans fin. Ah ouais, vous voulez dire que c'est on arrive au tome 56, 58, et ça se termine pas. C'est abominable. Et à côté de ça, il y a des choses qui sont vraiment pas bonnes, quoi. Donc, et puis je ne supporte pas cette idée de devoir lire à l'envers. On va rendre des gosses dyslexiques avec ça. Alors qu'il suffit. En plus, c'est en noir et blanc, puisqu'on fait ça parce que ça coûte rien, hein, le noir et blanc. Hein. Il suffirait de retourner les films avant la traduction. Bon, comme quand un Tintin passe en arabe, on retourne simplement les films, puisqu'on lit à l'envers en arabe. Eh bien, en français, pour les bandes dessinées japonaises, il suffirait de retourner les films, et on pourrait lire ça de la façon européenne, normale, de gauche à droite et de première page à la dernière, et pas de la dernière à la première et de droite à gauche. Moi, je dois dire, je suis resté très fidèle à mes vieux héros, hein, comme chez vous ici. Mais c'est vrai que de mon côté, j'ai aussi touché un peu à la bande dessinée, à ce qui se fait de nouveau. Et contrairement à la musique, mais ça c'est un autre domaine pour moi, contrairement à la musique, ce qui se fait de nouveau n'est pas si mauvais non plus. Hein. J'ai été agréablement surpris par le Jim, hein, les bouquins Une nuit à Rome. Je trouvais ça très très beau. Tout à fait, c'est joli, hein. Et puis cette suite imaginaire qu'on fait, Long John Silver. Oui, c'est excellent. Après le dessin, j'ai pas aimé. Long John Silver, c'était un dessin, mais... C'est un peu plus dur, mais bon, c'est un très bon dessin aussi. Le scénario, c'était génial. Il y a un petit chef-d'œuvre dans les 20 dernières années, c'est Black Sat. Hein. Ce chat détective, c'est absolument extraordinaire. Cet usage des personnages de faciès d'animaux, mais humanisé à un tel point que ça fonctionne merveilleusement bien. On voit vraiment la vieille institutrice dans cette chèvre avec ses petites lunettes. C'est fabuleux, quoi. Et ce chat détective, c'est pour moi une des plus belles réussites en BD des 20 dernières années. C'est Black Sat. Moi, j'avais tout raccroché. Dans ma vie, j'ai eu un épisode. Un très triste épisode, mais j'ai raccroché la bande dessinée. Milieu des années 2000. Et je les ai repris maintenant, dernièrement. Et forcément, il y a quand même... mais bon, c'est plutôt des jeunes 40 et des ans. J'entends beaucoup parler de Torgal.
qui ont... C'est en train de se terminer. Ça c'est... La grande période est passée. Hein. Ouais. Il y a eu 13, Lagowin, Storgal. Ouais. En fait, tous les scénarios de Jean Vallin, Ouais. qui étaient extraordinaires, et donc tout ce qu'il a touché comme scénariste, a fait de l'or, parce que c'était excellent. C'est Greg qui disait, hein, une bonne BD, c'est d'abord un bon scénario, un bon scénario, un bon scénario. Non. Et il n'avait pas tort. C'est vrai. Parce qu'il faut qu'on raconte une histoire. Ouais. Et c'est ça qu'il faut, Ouais. raconter une bonne histoire. C'est vrai. Après, on peut avoir des faiblesses dans le dessin. La preuve, c'est que des dessins un peu plus simplistes fonctionnent quand l'histoire est très bonne. Ouais. Dans les romans graphiques, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Ouais. Le contenu, l'intérêt, plus important finalement que le dessin. C'est clair. Moi, c'est ce que j'ai eu en lisant la fameuse BD. Bon, évidemment, quand on voit tout ça, ça fait un choc. Hein. Ici, je vois des Schtroumpfs. Voilà, on lit les Schtroumpfs et on passe à Long John Silver. Puis, wow, qu'est-ce qui s'est passé ici, quoi. Je dis, mais bon, comme vous dites, hein, le scénario est tellement bien foutu que les images passent. Hein. C'est du divertissement pur aussi. Non, il y a de très très bonnes BD. Le rythme est énorme. Et en fait, ce sont les auteurs qui en pâtissent, parce que on est passé de 80 BD par an dans les années 50, albums sortants, à 5000. Bon, de 5000, on retire 2000 ou 2500 mangas. Il en reste 2005. Il y a 500 rééditions et intégrales. Ça fait quand même 2000 nouveautés par an. Comment voulez-vous survivre pour un auteur parmi une telle multitude? 2000 par an, c'est-à-dire un temps de vie sur un présentoir de 2 à 3 jours. S'il n'est pas vendu dans les 2 ou 3 jours, il faut le retirer, parce qu'il y en a qui suivent derrière, qu'il faut montrer. Il y a une nouveauté qui arrive. C'est quasiment ça. Les libraires passent le temps à décharger les caisses et à remballer pour faire les retours. Et là-dedans, les auteurs doivent exploser et en vivre. Maintenant, grâce au progrès de l'impression, on peut imprimer un album à 3000 €. À 3000 exemplaires, pardon. 3000 exemplaires. Mais les auteurs ne sont remboursés sur des avances au droit qu'à partir de 10 ou 12 000. Donc, ils touchent des avances au droit qui sont risibles, et à moins de 3 ou 4 éditions, ils ne verront jamais ce montant augmenter. Sauf les grands succès. Mais c'est très rare, les grands succès. Ouais. Alors, à côté de ça, il y a quelques locomotives, hein, Blake et Mortimer, Torgal, les Knigge, quand ça sort, voilà, on trouve toujours la place. Comme ici, dernièrement, le dernier Astérix, même si tout le monde dit que ça ne passe pas, c'est plus la même chose, mais bon, ça se vend. Les collectionneurs l'achètent. On est quand même tombé de 9 millions d'exemplaires à 5 millions. Ça reste... Je pense que n'importe quel... Oui, c'est comme on disait, les Tintins, les derniers, c'était 2 millions d'exemplaires. Et... Non, pardon, excusez-moi. On vendait, au moment de la sortie des dessins animés en 1990, Eldin Vanna, il y a eu une pointe dans la vente des albums de Tintin qui est montée à 5 millions d'exemplaires. Toute édition confondue. Et puis après, dans les années, ça s'est un peu étiolé, on ne vend plus que 2 millions maintenant d'albums de Tintin par an. Mais n'importe quel auteur se donnerait pour vendre 2 millions d'exemplaires par an. On oublie ça, c'est faramineux. Hein. Il n'y a qu'Astérix qui avait battu Tintin au niveau du nombre d'exemplaires. C'est fou. Oui. Et Astérix vient de 9 millions et on vend quand même encore 5 millions maintenant. Et c'est le 4e album. Alors que les auteurs sont décédés. Voilà, tout à fait. Ouais, ils tiennent encore la route, quoi. Ah, oui. Bah, c'est bien une belle reprise. Hein. Ouais. Sinon, en gros, vous arrivez peu à peu à la fin de votre carrière. Oui, ça se termine. Aussi, ça voilà, se termine. Oui. Et bon, bah... Moi, je continuerai seulement la maison d'édition. Ouais. J'avais créé les éditions Pampan, où je reprenais des choses inédites que les grands éditeurs n'avaient pas reprises. Et donc, ça, je continuerai. La librairie en elle-même, tout doucement, ça va s'arrêter. Ouais. Donc, la librairie, on en vient. On vous laissera tous les coordonnées de ce merveilleux endroit, parce que pour moi, c'est des très grands souvenirs, cette librairie, ce magasin. On vous laissera toutes les coordonnées si vous êtes de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je pense que c'est en gros enfin, vous avez tous les âges, quoi. Oui, peut-être pas tous les plus jeunes. Ils s'intéressent beaucoup moins. De moins, nettement moins. Spielberg avait réussi à faire ça quand même. C'est pour ça, à vous amener des enfants en librairie. Tout à fait. Ouais. Mais les Tintins, je vends énormément de Tintins. Ça, encore maintenant. Mais ce sont souvent les parents qui achètent des Tintins pour leurs enfants. Et grâce à ça, les générations se refont. Vous donnez encore combien? 1 an ou 2 ans? Oui, c'est ça. 1 an.
ben, il faut se grouiller parce que bon, moi personnellement, je me promène un peu à Bruxelles et c'est vrai que pour trouver des vieilles éditions, des vieilles bandes dessinées francophones, belges en particulier, ben, il reste plus grand. Non, je pense que en BD de collection, c'est bien rare. Quand j'ai lancé les librairies en 86, il y avait 30 librairies de BD spécialisées. Ouais. Je crois qu'il en reste une dizaine. Et dans la dizaine, je ne sais pas combien font les BD de collection. Il faut tout ce qui est au niveau du noir et blanc, des choses comme ça. Hein. Je parle vraiment de la vieille BD. Là j'ai été l'autre fois à la bascule et bon, bah, ce qu'ils font, ils font que du nouveau là. Ah oui, il y a que de la nouveauté. Il y a que de la nouveauté. C'est pas là qu'on va trouver Natacha et compagnie. Peut-être, mais dans une édition actuelle. Dans une édition actuelle, pas en première édition. C'est clair, ni dans mes éditions à moi. Quoi. Non. Et sûrement pas un Tintin noir et blanc. Ah non. Super. Ben, encore une fois, 1000 fois merci de nous avoir reçus. Je vous en prie, c'est un plaisir. C'est génial. Je m'attendais à beaucoup, mais quand même, pas à tout ça. C'est formidable, quoi. C'est gai, hein, c'est une vie merveilleuse. Hein. Ouais. Je me suis amusé pendant 45 ans. Donc, c'est ce qu'on ressent, quoi. C'est ce qu'on ressent. C'est pas du travail, c'est de la passion. Et on voit que vous l'avez fait. Vous avez collectionné tout ça. Pas juste dans le sens que voilà, c'est une belle pièce de collection qui vaut beaucoup d'argent. On voit que vous aimez. Parce que... Oui, finalement, j'ai autant de plaisir d'une pièce à 5 euros que... Exactement, c'est ce que j'ai remarqué. Que d'un original à 200 000. Hein. Ouais, c'est la vérité. Voilà, c'est super. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à vous. Venez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram. Et bien sûr, continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Gros bisous à tous pour une nouvelle vidéo très prochainement. Salut, ciao. Au revoir.